parti, peut-être pas. Ah bah si, ça y est, c'est parti. Ça y est, on est live. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire. Écoute, je suis ravi de pouvoir vous accueillir tous, Héloïse, Pierre et Laetitia. Ensemble, on va parler un petit peu de ce webinaire sur justement comment cartographier les intentions d'achat. Et donc, je vais laisser la main un petit peu à tout le monde pour pouvoir se présenter. Je vais peut-être commencer par toi, Héloïse, du coup, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Merci de nous accueillir. Bonjour à tous, du coup, et bonjour à tous ceux qui se connectent en ce moment. Moi, c'est Héloïse, je suis Customer Success Manager chez Wallaxy. Et du coup, mon objectif, c'est d'accompagner nos clients à faire leur prospection au mieux de manière automatisée. À toi, Pierre, je te passe la balle. Laetitia, je t'en prie, vas-y. Ok. Ok. Moi, je suis Laetitia Fall. Du coup, j'ai fondé Vendu, en fait, où j'accompagne en fait les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux et à augmenter leur taux de conversion. Voilà. Et du coup, Pierre Ardelier, moi, je suis business director chez Ignify. Et chez Ignify, on est la direction commerciale externalisée et on accompagne les PME à structurer leur machine de vente, et à être autonomes et performantes grâce à ça. Top. Écoutez, je pense qu'on va peut-être commencer par la première chose qu'on fait tous en tant que sales. C'est la partie vraiment qui nous intéresse aussi, c'est la partie prospection. Ce que je propose peut-être, c'est que Héloïse démarre ce webinaire justement sur comment elle utilise les outils, notamment chez Wallaxy. Et on va prendre un petit use case avec Pierre qui s'est prêté au jeu. Alors, je laisse Héloïse commencer. Ouais, l'idée, du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, c'est de voir comment on peut identifier les bons interlocuteurs. Et ça, du coup, ça passe aussi dès la prospection. En fait, c'est très compliqué parce qu'on a des leads froids, on ne sait pas trop forcément qui ils sont, comment les contacter. Et souvent, c'est une phase où on perd quand même pas mal de temps. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, Pierre et Laetitia. Mais nous, le but, c'est de montrer un peu comment on peut les identifier plus facilement et même peut-être capter des premières intentions, d'achat. Et ça, nous, on s'est basé sur du coup ce qu'on fait nous, donc c'est-à-dire LinkedIn, c'est la première base de données B2B, donc c'est quand même un bon vivier pour de la prospection. Et du coup, comment ça se passe? En gros, la prospection, c'est quand même assez simple à comprendre comment faire pour faire en sorte qu'elle réussisse. Après, c'est plus dur à mettre en place, on va le voir, mais il y a des solutions. L'idée, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et c'est ces 3 piliers qui vont faire qu'à la fin, on a une prospection réussie, un prospect qualifié peut avancer dans le tunnel de vente dans les prochaines étapes qu'on verra après avec tout le monde. Donc, le bon message, on ne va pas trop s'y attarder, c'est vraiment une question de copywriting. Il y a des bonnes pratiques qu'il faut respecter, mais c'est encore autre chose. Nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment et la bonne personne. Comment j'identifie mon profil idéal, mon prospect idéal, et comment je détecte le moment où ça va être intéressant d'aller le contacter. Du coup, j'ai demandé un petit peu à Pierre de me donner des indicateurs de ses prospects idéaux. Et en fait, le meilleur moyen pour faire ça, c'est de me donner ses clients actuels. Donc, toi, Pierre, tu m'as donné quelques profils. Est-ce que tu veux en parler? Je vais peut-être pouvoir les afficher d'ailleurs, notamment 2. J'ai noté Pierre. Alors, je vais afficher mon écran. Voilà, on a Pierre ici. Pierre, qui est en plus un de nos partenaires pour le coup. Effectivement, on est sur une solution SaaS, on est sur du recording de meeting qui permet après derrière avec de l'intelligence artificielle de sortir les insights, de faire des mails de follow-up, d'aller interroger pour détecter les objections ou les différents besoins identifiés sur le call. Donc effectivement, Pierre, on l'a contacté à une période où il était vraiment en train de se structurer commercialement et on a pu l'accompagner sur plusieurs sujets qui sont allés donc de l'optimisation du discours commercial jusqu'au recrutement derrière de son premier commercial et de sa structuration de sales machine. Trop bien. Du coup, moi, ce que j'ai fait en ayant ce profil-là, je me suis dit, OK, mon objectif, ça va être de trouver des prospects qui lui ressemblent et potentiellement qui sont dans la même phase que lui. Donc, très simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Sales Navigator. Alors, on parle de LinkedIn. LinkedIn, c'est très bien. On peut déjà commencer à faire pas mal de choses avec. Maintenant, Sales Navigator, c'est vraiment là où on va avoir accès à plein de filtres. Donc, ça va être important de pouvoir l'activer. Si vous avez vraiment des recherches précises à faire. Et donc, en fait, ce que j'ai fait quand on arrive sur Sales Navigator ici, c'est d'aller d'abord, dans un premier temps, comprendre un peu qui est
ma cible. Et ma cible, du coup, je vais partir de Clap pour aller la récupérer. Donc, je suis allée voir un petit peu ce que donnait l'entreprise, comment elle se présente en fait sur LinkedIn. C'est vraiment ça qui va m'intéresser. Et là, je vois des éléments importants. Je vois qu'elle se présente dans la catégorie Software Development et je vois que voilà, on a à peu près 26 employés. Donc, derrière, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher le même type d'entreprise en fait. L'idée, c'est d'aller du coup se dire dans le nombre de... Pardon, je retourne. Dans l'industrie, je vais aller chercher du coup, ou le secteur en français, je vais aller chercher software development. Donc, je sais que je suis à peu près sur ce type d'entreprise. Par contre, sur le company headcount, moi, Amazon, c'est clairement pas ma cible. Je vais aller vraiment taper sur la même cible. Potentiellement, il y a le 1 à 10, mais j'ai choisi de faire différemment parce qu'on avait un autre profil que Pierre m'a transmis qui était par exemple de 1 à 10. C'est 2 segments différents que je vais attaquer de 2 manières différentes. Donc, je vais les importer séparément dans un outil d'automatisation. Donc là, je me concentre ici et pourquoi pas, je vais me dire que je vais prendre des headquarters quand même en France. Ce n'est pas toujours le cas, on peut forcément faire ce qu'on veut, mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire je vais les contacter en français, donc ce sera plus simple. Donc déjà, j'ai une première phase qui est de me dire, OK, j'ai identifié un certain nombre d'entreprises qui se rejoignent dans l'idée. Et ensuite, sur LinkedIn, sur Sales Navigator, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est des entreprises qui sont en train de se développer dans le cas d'usage de Pierre. Comme il disait, il les a accompagnés, donc il y a une volonté de se développer. Et cette volonté-là, je vais la retrouver par ce filtre-là qui est, en ce moment, il cherche à engager sur LinkedIn. Alors, ça peut être différents postes. Au final, ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Moi, je veux une entreprise qui se développe, juste cet identifiant-là. Et là, déjà, j'ai un segment hyper qualifié de 258 entreprises que j'ai identifié sur LinkedIn qui match ce que j'ai pu reproduire avec l'app. Là, l'idée, c'est de les sélectionner. Alors, c'est 25 par 25, ça prend un peu de temps et je peux les sauver dans une liste. Donc, moi, je l'ai déjà faite pour qu'on gagne un peu de temps. Donc, j'ai ici ma liste. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller chercher des personnes. Parce qu'au final, sur LinkedIn, ce qui m'intéresse, c'est de contacter des personnes, pas spécialement des entreprises. Et je vais aller rajouter l'information que j'ai travaillée, c'est-à-dire, ils font partie de la liste. Hop, je retourne. Voilà, ici, ils font partie de la liste d'entreprises qui m'intéressent. Et ensuite, à partir de là, je vais pouvoir aller sélectionner quel est le persona qui m'intéresse. Et donc ça va passer par le current job title. Alors ici, on avait CEO, on a founder, parce que c'était les types de profils que Pierre cherchait. On peut avoir, j'imagine, Pierre aussi, head of sales, head of operation. CSO. Voilà. L'idée, c'est de venir chercher les types de personas que j'ai l'habitude de contacter. Et en fait, on se retrouve tout de suite avec une liste de comptes qui m'intéressent et une liste de personas qui m'intéressent. Et ça, de manière hyper qualifiée. Ce qui veut dire qu'ensuite, derrière, j'ai plus qu'à les importer. Alors là, c'est dans Wallaxy, du coup, c'est donc un outil d'automatisation. Je n'en ai pas vraiment parlé puisque c'est la suite, en fait. C'est comment, après, derrière, je vais écrire des messages, etc., dans des séquences automatisées. Mais en tout cas, j'importe toute cette liste de prospects. Et l'objectif derrière, dans mon application Wallaxy, ça va être de créer une campagne de connexion, que ce soit via LinkedIn, via email, via les deux, pour automatiser toute la première prise de contact. Derrière, il ne me restera plus qu'à gérer tous les gens qui me répondent et donc les gens qui ont exprimé un intérêt. Et ça, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, j'ai identifié des entreprises qui matchent avec ce que j'avais déjà fait travailler et je peux les contacter de manière automatisée. Et moi, en tant que sales, et j'imagine que c'est quand même assez cool de pouvoir se dire, je gère que les gens qui expriment de l'intérêt. Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans ma prospection, je peux me concentrer en fait sur déjà avoir des gens dans mon tunnel de vente et pas spécialement aller rechercher du lead froid et devoir passer beaucoup de temps, en tout cas, à venir faire des appels ou faire du call ou faire de la prospection sur LinkedIn sans vraiment avoir identifié une source. Et d'ailleurs, Laetitia, on en parlait parce que toi, tu as un sujet qui est un peu différent, mais finalement assez similaire avec Vendu. C'est que, par exemple, tu m'avais parlé d'un profil qui est assez intéressant. Tu cherches des gens qui engagent avec le contenu IA, c'est ça ? Ouais, c'est pour une boîte que j'accompagne sur la partie sales. Du coup, effectivement, la solution qu'on commercialise, c'est une boîte qui fait de l'IA prédictive, donc qui aide les boîtes à faire de l'analyse prédictive. Et donc, effectivement, un des intents qui peut m'intéresser, c'est toutes les personnes qui vont interagir avec une typologie de contenu qui est soit liée à de l'IA, soit liée à des sujets de data, soit de l'optimisation, de comment utiliser mieux la data, etc. Et en fait, c'est des signaux qui vont pouvoir, en tout cas, moi, me faire penser que c'est une boîte qui s'intéresse en fait à comment faire mieux et qui exprime en tout cas un intérêt sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'elle aura besoin de ma solution, mais
tout cas, ça peut Oui, être pas mal. mais en plus de ça, c'est que ça te donne aussi un avantage, c'est de te dire, je peux les contacter sur un contexte bien précis. J'ai identifié comme on avait un sujet en commun et la prise de contact est plus simple. Et pour ça, du coup, la solution, c'est aussi de passer par le contenu directement sur LinkedIn, au-delà de la base de données qui est les gens ont un compte sur LinkedIn. Je peux aussi directement sur LinkedIn identifier des contenus qui sont intéressants pour moi. Et l'idée derrière, ça va être de se dire, je vais pouvoir importer tous les prospects qui réagissent ou commentent un post. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est régulièrement constater un petit peu ce qui se passe sur LinkedIn, voir les influenceurs qui parlent d'un certain sujet. Et à partir du moment où ma cible engage avec ce sujet, je sais que je peux la contacter. Et en plus de ça, je peux la contacter avec un contexte bien précis. Je vois que tu as commenté ce post et moi, c'est un sujet que je traite. Est-ce qu'on peut en discuter? Et ça, c'est des démarches qui marchent beaucoup mieux que simplement aller chercher du lead froid. Là, j'ai un facteur d'engagement clair sur un sujet qui m'intéresse, je peux aller contacter mon prospect directement derrière. Ça, c'est vraiment hyper intéressant de fonctionner comme ça plutôt que d'envoyer un peu des bouteilles à la mer et de se dire il y en a bien un qui va finir par être intéressé. Là, je maximise vraiment mes chances derrière. Donc voilà, dès la prospection, là, on voit bien qu'on peut aller chercher des informations. Et ça peut se reproduire sur plein de cas d'usage différents. Il suffit de comprendre en fait comment détecter cette intention d'achat dès le moment où je fais ma recherche. Par exemple, ça veut dire, nous, on a par exemple pour Wallaxy, moi, si je dois faire de la prospection, je vais pouvoir aller chercher des gens qui viennent de changer de poste. Pourquoi? Parce que selon certains profils, c'est le moment où, par exemple, si je viens de passer manager, je vais avoir envie, ou j'arrive dans une nouvelle boîte, je vais avoir envie d'aller proposer des solutions, essayer de faire en sorte que la performance de mon équipe soit la meilleure possible pour prouver un peu ma valeur à mon entreprise. Et donc, je vais pouvoir envisager des outils qui vont développer cette performance-là. Donc, pour Wallaxy, c'est un super cas d'usage d'aller chercher ces profils-là. Pour quelqu'un qui veut accompagner dans de la reconversion, au contraire, il va aller chercher des prospects, ce qu'on peut voir ici dans Sales Navigator, des prospects qui sont depuis plusieurs années maintenant au même poste et du coup qui est plusieurs années dans la même entreprise et qui du coup ont peut-être envie de changement. C'est des choses qui sont logiques, mais comment les retrouver sur LinkedIn, c'est là que c'est intéressant. Et après, l'idée, c'est d'avoir ces premières réponses, donc d'envoyer dans Wallaxy ou dans un autre outil d'automatisation, mais en tout cas de faire le plus simple possible, envoyer un message, envoyer des emails et gérer les premières réponses. Et une fois que vous avez votre première réponse, prospect intéressé, vous pouvez le mettre dans votre tunnel de vente. Et là, le job de Wallaxy est terminé et vous pouvez passer, vous, en tant que sales, du coup, à la partie qui, je pense, vous intéresse le plus. Contacter le prospect, engager vraiment à l'oral, faire votre travail, en fait, qui est là pour le coup vraiment de closer et de l'accompagner sur le cycle de vente. Et là, après, c'est plus Wallaxy l'outil qui est intéressant et je pense que je vais pouvoir céder la main à Donovan qui va prendre la suite. Comment ensuite, derrière, je fais avancer ce prospect dans le cycle de vente? C'est une excellente question. Avant de vous partager un petit peu les insights de comment on utilise aujourd'hui un petit peu GetAccept et comment justement nous, on accompagne nos clients à vraiment à mieux relancer, je souhaitais déjà vous partager une stat qui a été publiée par Gartner il n'y a pas très longtemps sur un petit peu l'environnement dans lequel on se situe dans la vente aujourd'hui, en 2025. C'est d'ailleurs un constat que je peux d'ailleurs vous poser comme question si vous le ressentez, Laetitia ou Pierre. Malheureusement, on n'a que 60% des deals aujourd'hui qui ne se concrétisent pas dans le B2B. D'ailleurs, c'est un des facteurs pour lesquels, justement, malheureusement, on a un sujet, justement, sur ces 60%. C'est sur vraiment la personnalisation, le premier point, et surtout la seconde, qui est la relance. D'ailleurs, justement, sur cette thématique-là, est-ce que, justement, Laetitia ou Pierre, vous constatez un petit peu cette stat de Gartner aujourd'hui des 60% des deals qui, malheureusement, ne se concrétisent pas? Ouais, complètement. Déjà pour moi, ça aussi le type de vente que tu as, plus tu fais de la vente complexe, plus en fait c'est quelque chose qui se vérifie. Parce qu'effectivement, c'est des process qui sont beaucoup plus longs, et cetera. Donc ça c'est clair et que la relance va être fondamentale là-dessus. Et donc du coup, il va y avoir un besoin de faire du nurturing, d'engager en fait ces prospects sur la durée. Parfois ça peut durer 6 mois, 1 an, même parfois 1 an et demi, pour pouvoir faire en sorte de convertir un prospect. Et là effectivement,
parce que souvent on pense intent data, ce qu'a présenté Héloïse dans le cadre d'une prospection, alors qu'en fait les intents, en fait, et c'est ça qui est très complexe à faire, mais sont vachement utiles en fait sur la partie nurturing et doivent être pushés aux sales au bon moment, avant même tout le monde, pour pouvoir se dire, bah, en fait là je vais pouvoir mettre la bonne action, là je sens que mon deal est en train de se réchauffer, ou au contraire il est en train de reculer, mais d'avoir une bonne vision en fait sur mes targets, où elles en sont. Notamment, ça peut aussi également influer sur la priorisation qu'on va mettre en place. Donc, sur ça, je suis complètement d'accord. Et parfois, ce n'est pas des intents si différentes que ce qu'on a pu avoir en prospection. C'est juste qu'il faut les avoir à jour. Ils ont pu être, à un moment donné, ça peut être une boîte qui recrute, et puis elle recrute beaucoup moins. Mais par contre, il y a un autre intent qui est intéressant à prendre en compte, quoi. Top. Ouais, je suis effectivement d'accord. Après, il y a aussi tout un sujet, donc on parlait de nurturing, on parlait de follow-up aussi, hein, et tu le disais aussi, il y a des sujets de relance. Et effectivement, Laetitia, elle a raison, c'est-à-dire pousser au bon moment la bonne information, ça permet de s'assurer une relance qu'il faut savoir traquer aussi, mais ça, c'est plus un sujet de management qui est encore différent, ou d'engagement du sales à suivre ses leads. Mais on sait qu'aujourd'hui, on est parfois jusqu'à 7 à 8 relances pour avoir un premier contact. Et malheureusement, on peut souvent faire l'erreur du nouveau lead plutôt que de garder un pipe propre et savoir avoir un suivi de lead avec notamment les bons intents dont on parle à l'instant, pour faire un vrai follow-up de projet, plutôt que d'avoir du new et un pipe qui s'étouffe, qui s'endort, et les mauvaises relances au mauvais moment, alors qu'avec un bon suivi et les bonnes infos, on est capable d'aller attaquer les bons leads, quoi. Ouais. Ben, en fait, c'est exactement, et c'est marrant que tu en parles, parce que c'est un petit peu le constat que l'on fait aujourd'hui chez GetAccept et que nos clients nous remontent aussi. C'est vrai que je pense que les personnes qui sont inscrites sur ce webinaire vont peut-être aussi se reconnaître. Effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un sales, malheureusement, il va relancer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et comme il n'a pas forcément la mesure de l'engagement d'un document, s'il a été consulté, combien de temps il a passé dessus, on va se retrouver face à un prospect qui a beaucoup de priorités, et on va le relancer 1 fois. Il va nous dire, je suis en réunion, je suis en fin de quarter, je suis en déplacement, ce n'est pas le bon timing. Et donc, forcément, on va envoyer une relance 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et malheureusement, un sales, il va être frustré et il va se dire, je vais passer à l'opportunité suivante parce que je suis objectivé sur ma performance commerciale. Et donc, ça va créer une frustration aussi bien pour le sales que pour la direction commerciale. Donc, effectivement, je rejoins assez ce qui a été dit du côté de Laetitia et Pierre. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous proposer de faire, c'est de vous partager du coup un QR code que je vous invite du coup à scanner. Vous n'êtes pas, ce que je vous invite à faire, c'est de noter juste votre mail. Et j'invite également les speakers à faire de même s'ils veulent scanner le QR code. Je vous laisse quelques petites secondes pour faire ça. Et moi, en attendant, je vais pouvoir partager. Je vais attendre quelques minutes, quelques secondes avant que tout le monde puisse. Est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir scanner le QR code dans le webinaire? Pierre, Laetitia aussi, pareil, vous avez eu le temps? Yes, c'est bon, c'est good. Ok, super. Bon, écoutez, du coup, bienvenue dans le concept de Digital Sales Room aujourd'hui. L'idée, je pense que vous l'avez un petit peu compris, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble des échanges que vous allez avoir avec un prospect. L'idée, c'est vraiment de créer un lien unique avec votre prospect. D'ailleurs, c'est un lien unique que vous allez envoyer dès la première prise de contact, ce lien unique qui va établir la première relation commerciale. L'idée de cette Digital Sales Room, c'est bien évidemment de créer une différenciation dans l'engagement que vous allez avoir avec votre prospect. Et cet espace est totalement modulable aujourd'hui. Vous pouvez également changer le logo ici, la couleur. L'idée, c'est de créer une valeur de marque qui soit beaucoup plus engageante et différenciante que le simple mail que vous pouvez envoyer de manière très statique. Vous avez du coup sur votre gauche ici, cartographier un petit peu l'intention d'achat. Vous avez des rubriques. Si je vais dans éditer le contenu, vous voyez qu'ici, vous avez des rubriques qui ne sont pas visibles de votre côté, mais qui sont dans le mien. Et ce que je vous propose de faire, c'est que ceux et celles qui sont intéressés par le concept de Digital Sales Room et qui souhaitent en savoir plus sur justement l'amélioration de l'expérience de vente, je décocherai toutes ces rubriques à la fin du webinaire. Et ceux et celles qui sont intéressés pour en savoir un peu plus, je vous invite à aller, après le webinaire, consulter
la partie de la Digital Sales Room. Pour en revenir un petit peu à ce qu'on s'est dit, je vais aller dans l'analyse aujourd'hui. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on a ici les intentions d'achat. Quelque chose aussi que je n'ai pas forcément noté et qui peut être intéressant, c'est que j'ai souvent des prospects aujourd'hui qui, lorsque je les appelle et qui me parlent d'attention d'achat, ils me disent « mais j'ai déjà un outil qui me permet de savoir si mon prospect a ouvert un document ». C'est une très bonne chose, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'arrive pas à mesurer l'engagement. Si je prends un exemple très concret, c'est très bien si un prospect a ouvert un document pendant 0 secondes, mais s'il ne l'a ouvert que pendant 1 seconde, du coup, il n'y a pas forcément une intention d'achat et un engagement très fort. Autre point qui peut être effectivement très intéressant, donc là, quand on regarde tout ça, on peut effectivement savoir qui a consulté le document. Je peux même aller dans le contenu ici et vous voyez qu'on a passé 8 minutes dessus. Et ça, c'est quelque chose de très important et que je vais en parler d'ailleurs dans un des tips que je vous donnerai à la fin. Mais il y a aussi un point qui est hyper intéressant que je souhaite vous partager, et d'ailleurs, ça fait l'objet de ce webinaire, c'est qu'on a la capacité aujourd'hui de savoir si, et on en parlait tout à l'heure avec Laetitia et Pierre, on est capable d'identifier si justement un prospect a partagé un document à une personne que vous n'auriez pas forcément identifiée. Et ça, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que je prends un exemple, et d'ailleurs, je peux vous poser une question. Aujourd'hui, on peut poser le sondage, c'est aujourd'hui combien il y a de décisionnaires, et Laetitia en parlait très bien sur la complexité d'un cycle de vente, combien aujourd'hui il y a de décisionnaires dans un cycle de vente, et parfois on n'a pas tous les décisionnaires, et justement, via cet outil-là, on va être capable d'identifier des comptes qu'on n'aurait pas forcément identifiés. Je pense notamment au DSI, au CFO, qui prennent de plus en plus part au deal. Voilà un petit peu. Et pour les tips que je peux vous donner aujourd'hui sur comment on utilise GetAccept et qui peut être effectivement intéressant, le premier tips que je peux vous partager, c'est que généralement, chez GetAccept, on envoie 3 propositions commerciales. Pourquoi on en envoie 3? Pour justement avoir une continuité dans les discussions qu'on peut avoir avec son prospect autour de la proposition commerciale que l'on va envoyer. Je prends un exemple, si effectivement on envoie 3 propositions commerciales et qu'un des prospects consulte une proposition commerciale pendant 40 minutes versus les 2 autres 5 minutes, naturellement, on va aller sur le contenu et du moins la proposition commerciale qui a eu le plus de sens pour lui, et on va échanger autour de cette propale pour savoir quelle est la raison pour laquelle il a choisi cette propale plutôt qu'une autre. Ça, c'est le premier tip que je peux vous donner. Et le deuxième point, et c'est Pierre et Laetitia qui est mentionné, c'est sur le contenu. Et ça peut aider grandement toute la partie marketing aujourd'hui, puisque effectivement, comme je vous ai expliqué, la Digital Sales Room, tout le contenu est traqué. Et donc, ce qui peut être effectivement intéressant, c'est que si vous ciblez un ICP ou un persona aujourd'hui, que vous envoyez, je dis une bêtise, 10 deal rooms à 10 personas, si, admettons, je dis une bêtise, vous voyez que le lien ou faisons connaissance ou un contenu qui a été consulté que 30 secondes versus les autres 8 minutes, on se dit que potentiellement, ce contenu-là n'est pas adapté aujourd'hui à notre persona ou à notre ICP. Et donc, naturellement, on va aller l'enlever pour aller sur quelque chose qui soit beaucoup plus engageant aujourd'hui. D'où le fait que je disais que la Digital Sales Room est un contenu qui est ultra dynamique et qui n'est pas du tout statique. Voilà un petit peu pour la partie de GetAccept. Peut-être chose aussi que je n'ai pas forcément mentionné, toutes les analyses ici, elles sont aussi programmables depuis le CRM, puisqu'aujourd'hui, GetAccept est relié aux différents CRM que vous pouvez retrouver sur le marché, typiquement les plus connus, Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou Microsoft Dynamics. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces datas depuis votre CRM. Voilà un petit peu pour moi. Je vais aller du coup poser un petit peu vos questions à Laetitia et à Pierre, justement, comment aujourd'hui vous procédez sur la manière des insights du côté de comment vous cartographiez un petit peu vos intentions d'achat. Et je laisse la main à Pierre ou à Laetitia pour nous en parler. Je suis curieux de savoir un petit peu vos méthodes. Pierre, je te laisse commencer. C'est toi. Comment on cartographie nos intentions d'achat? Simplement, déjà, effectivement, on va faire des recherches comme l'indiquait Héloïse, nous, en amont, c'est-à-dire qu'on va identifier des ICP et des personas très précis, parce qu'on sait à qui on parle, et aujourd'hui, on sait quelle cible on va aller chercher, et derrière, simplement, on va faire du tracking à travers des follow-up très présents. On a une culture, nous, vraiment de la relance et de la prise de contact extrêmement cadencée, qui nous permet déjà d'avoir un pipe qui est propre, c'est-à-dire qui n'est pas un pipe à rallonge
qui n'a pas de valeur. Et puis derrière, effectivement, on va traquer qui interagit, on va le faire à travers des meetings et à travers des envois de mails très ciblés. On va pouvoir notamment envoyer nous des liens d'action type livre blanc ou autre qui vont nous permettre de voir aussi s'il y a un sujet qu'on n'a pas forcément identifié ou en tout cas un interlocuteur qu'on n'aurait pas forcément identifié et qui va nous permettre de sécuriser le cycle de vente et les personnes à contacter dans ce cycle de vente-là. Après, l'avantage, c'est qu'on est en direct, nous, plutôt avec les décisionnaires chez Ignify, puisqu'on est vraiment direct CEO. Et si ce n'est pas le CEO, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, il va rentrer dans les protocoles de cycle de vente parce qu'on sait qu'on n'ira pas au bout si on ne lui parle pas. Donc, il y a peu d'interlocuteurs, nous, dans nos phases de vente. On ne découvre pas derrière un tech qui intervient. Il n'est pas réellement impliqué dans le produit qu'on va vendre. Donc, on a l'avantage d'avoir quand même des cercles décisionnaires assez faibles. Moi, si j'avais voté, j'aurais voté pour 1 à 3, tu vois, par exemple, sur la... Ouais, parce que vous ciblez des entreprises qui sont quand même avec un effectif assez réduit. C'est vrai que ça. Ça, on est format PME, start-up ambitieux, c'est-à-dire qu'on va être entre 5 et 50. Ouais. Et dessus, comme on est vraiment en direct sur la partie vraiment sales machine pure, ça va concerner, allez, mettons un head of sales et un CEO, ou voire un CEO quand on est vraiment early stage et que c'est encore le CEO, et je pense que ça va parler à Laetitia ce genre de sujet, mais quand c'est encore le CEO qui fait la vente et qui fait l'acquisition et qui fait parfois les onboarding, et voilà. Et où là, on est déjà sur des problématiques de goulot d'étranglement où on ne peut plus tout gérer. On ne peut pas gérer le scale de sa boîte, plus l'acquisition, plus les onboarding, plus les problématiques, etc. Et où il y a besoin d'aller structurer. Et ça, c'est vraiment une cible qu'on va adresser en direct. Ouais. Oui, il y a un point de vigilance, juste, je me permets justement, vous deux, vous avez plutôt ces cibles-là. Là, je voulais plutôt parler d'une cible que j'ai, parce qu'effectivement, moi, j'accompagne pas mal de boîtes sur du sales en priorité. Et donc, j'aimerais peut-être parler de la boîte que j'accompagne où je fais du closing. Et du coup, on est sur des deals où on a parfois 8 à 10 interlocuteurs. Je pense que c'est plus intéressant parce qu'effectivement, sur vendu, j'ai la même cible que, on va dire, Unify globalement. Mais globalement, là où je vais peut-être utiliser GetAccept ou où j'aurais besoin d'outils, etc., ça va être beaucoup plus pour ce type de boîte, en tout cas pour moi aujourd'hui, dans le sens où moi, je vais avoir effectivement des décisionnaires, mais dans les décisionnaires, je vais avoir des intérêts contradictoires. Typiquement, quand on vend de l'IA prédictive, on a évidemment les métiers ou les CEO qui entendent parler d'IA, qui se disent je veux le mettre en place. Donc là, par exemple, la question du contenu, de ce que tu montrais, l'intérêt de ces types-là peuvent être intéressants. Mais j'ai les équipes tech où parfois j'ai un CTO, j'ai la personne sur la partie d'infra, etc., etc. Et là, je vais avoir d'autres intents qui vont être intéressants par rapport aux différentes personnes. Donc, par exemple, si je prends sur la partie tech, ce qui va être intéressant, ça va être le type d'outils qu'ils utilisent. Par exemple, nous, on a identifié que pour un segment, le type de CRM qu'ils pouvaient avoir pouvait être pertinent. Typiquement, on avait parce que les boîtes qui ont tel type de CRM ont forcément un volume de données beaucoup plus important et donc du coup un enjeu à structurer leurs données beaucoup plus important ou plus intéressant. On va aussi également avoir, comme je disais, les éléments de type de recrutement qu'ils vont avoir à faire. Donc là, donc c'est-à-dire que pour chaque persona, en réalité, je dois avoir en fait une ligne qui me dit quels sont les intents qui sont intéressants. Donc les intents, je dirais basiques, moi je les cartographie comme ça. Donc ceux que je peux trouver assez facilement sur Internet, et ceux qui sont un peu plus complexes, qui me demandent un peu plus de réflexion en me disant cet intent, ça veut dire ça, donc ça veut dire ça, donc ça veut dire ça. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais typiquement, il y a des intents qui sont assez clairs, comme tu disais, des outils. Et puis, il y a des intents, c'est parce qu'il a cet outil, voilà la problématique qu'il doit avoir. Et donc, voilà. Donc, c'est en ça où je trouve que ce soit pour la partie prospection, évidemment, je les utilise parce que ça me permet de me dire, je me concentre sur ça. Typiquement, par exemple, des intents qui sont sur la taille ou le secteur, c'est des trucs basiques, mais par exemple, avec l'IA prédictif, tu peux par exemple faire en sorte qu'une boîte puisse anticiper quels sont les appels d'offres sur lesquels elle doit se concentrer. Typiquement, toutes les boîtes qui sont en construction sont intéressantes, mais il y a une autre data qui est intéressante pour moi, c'est leur croissance, parce qu'il y a des secteurs avec la crise économique aujourd'hui qui, même si c'est des secteurs qui sont connus pour faire des appels d'offres, avec le contexte actuel, ça ne va pas être des boîtes qui vont être pertinentes. Donc ça, par exemple, ça peut être des trucs très, très macro. Et après, il y a... voilà. En fait, en gros, pour la cartographie, je trouve que c'est
c'est assez complexe parce qu'il y a la cartographie au niveau de la boîte, au niveau des personnes, et au niveau des personnes, qu'est-ce qui est contradictoire, les items basiques et moins basiques, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment des schémas à faire et à enrichir au fur et à mesure. Et je dirais, bon, ça, je ne le fais pas, mais là, en discutant, je me dis que ça pourrait être intéressant en discutant avec vous, notamment Héloïse et Donovan, de me dire qu'en fait, ce serait même bien de se dire, bah, en fait, tel intent, pour moi, il est important sur la prospe. Et tel intent, ça peut être vraiment un curseur important sur comment accélérer mon cycle de vente grâce à ça, en fait. Parce que je sais que les boîtes qui ont ça ont plus intérêt à prendre ma solution et je peux accélérer en donnant les bons contenus, comme disait Pierre, les livres blancs, etc., qui vont accompagner tout ça. Je ne sais pas si c'est clair. Si. Non, mais c'est intéressant. En fait, effectivement, après, on en revient souvent à quelque chose. D'ailleurs, moi, on en a parlé un petit peu en off. Et d'ailleurs, j'ai eu cet écho-là aussi lorsque j'ai fait l'Experience Day la semaine dernière, justement là-dessus. Aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup très, très court-termistes. Et c'est vrai que l'idée aussi, c'est quand tu choisis un outil, puisque ça fait aussi l'objet de ce webinaire, c'est aussi quelle est la valeur que ça apporte à ton entreprise dans le court terme, le moyen terme et le long terme. Et souvent, on est souvent sur du très court terme et peu sur du très long terme. Et je pense qu'il faut voir beaucoup plus loin que le bout de son nez et qu'il faut aller un peu plus loin. Et quel est l'engagement, quelle est la mesure que va avoir un outil, l'impact que ça va avoir sur les sales, sur les clients aussi, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est aussi les clients le plus important. Et donc, c'est tout ça aussi qu'il faut savoir mesurer. Je pense que c'est important aujourd'hui de bien cartographier. Donc, voilà. D'ailleurs, petite question d'ailleurs sur les outils qui peut être intéressant aujourd'hui. Vous sauriez me dire à peu près combien d'outils aujourd'hui sont utilisés? Parce que, bon, comme vous êtes sur le terrain, vous devez le savoir un petit peu. C'est quoi à peu près pour vous la moyenne des outils qui sont utilisés aujourd'hui dans vos boîtes respectives un petit peu? Je serais curieux un petit peu parce que nous, chez GetAccept, on compte, notamment sur les cycles de vente très complexes, où on a des prospects qui parfois peuvent avoir 5-10 outils. Et souvent, quand je les appelle, ils me disent moi, mon objectif, c'est de killer 3-4 outils parce que j'ai des outils qui ne me servent à rien aujourd'hui. Donc, intéressant et curieux de savoir un petit peu votre feedback là-dessus. J'en profite pour d'ailleurs répondre à une question que j'ai vue dans le chat en même temps que tout le monde réponde. J'avais Jean-Philippe qui demandait pourquoi justement utiliser pas seulement Sales Navigator, j'en parlais au départ, et pourquoi utiliser Waalaxy du coup. C'est vrai que ça paraît contradictoire avec ce qu'on dit de multiplier ou pas les outils et dans la démarche de se dire on va au plus simple. En fait, bon, déjà, au-delà de l'automatisation, c'est que sur Sales Navigator, on ne peut pas automatiser sa prospection, donc on ne peut pas laisser la main et se concentrer seulement sur les réponses intéressées. Mais en fait, ce qui est hyper important, et ça rejoint ce que tu disais juste à l'instant, Donovan, c'est qu'un outil d'automatisation, au-delà de la partie, du coup, j'envoie et je ne m'occupe plus, c'est qu'on va avoir des retours. Et donc, on va pouvoir comprendre un petit peu, est-ce que ce type de message marche sur telle cible? Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est hyper important et qui rejoint à peu près tout ce que vous avez dit là, même toi, Laetitia, juste avant. On ne peut plus vraiment se permettre d'envoyer tout et n'importe quoi. Il y a une vraie cartographie qui est hyper importante parce que sur LinkedIn, les gens se font prospecter, et notamment des CEO. Toi, je pense que Pierre, tu dois le constater. Ils se font prospecter 30, 40 fois par semaine. Nous, notre CEO ne peut plus voir le bout de sa boîte mail tellement il reçoit de messages. Il faut pouvoir se démarquer. Et se démarquer, c'est être pertinent au bon moment. Et donc, c'est comprendre les intentions d'achat, c'est comprendre qui est notre cible, pourquoi elle va réagir de telle manière. Et donc, avoir cette analyse, en fait, le GetAccept Waalaxy, c'est du feedback permanent sur un volume conséquent de choses que vous pouvez mettre en place. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. On ne peut plus vraiment se permettre d'envoyer et au petit bonheur la chance, ça viendra. C'est faux. Il faut avoir, comme tu disais Pierre, un pipe assez clean et savoir où en sont les gens pour pouvoir être pertinent derrière. Parce que sinon, il y aura quelqu'un de plus pertinent que vous. Je pense même qu'il faut aller encore en amont de ça. C'est-à-dire que pour moi, les outils, c'est une conséquence, ou en tout cas, c'est une action à la performance. Ce n'est pas le but principal. Tu identifies tes insights. Si tu ne sais pas ce que tu amènes toi comme valeur directe sur ces insights-là, ça paraît peut-être évident en fait. C'est très important. Moi, beaucoup de commerciaux dans beaucoup d'entreprises et même du management, les commerciaux vendeurs, sales, tu vois, qui
qui ne placent pas encore leurs bonnes valeurs aux bons endroits et qui vont chercher des insights mais qui ne savent pas communiquer dessus, qui vont y aller en force en vendant leurs produits plutôt que d'aller proposer une résolution de problématiques en amont. Et effectivement, aujourd'hui, les CEO, mais même un head of sales, il est sursollicité aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on arrive avec les mauvais messages, les bons outils, c'est bien, mais les mauvais messages, ça casse l'usage de l'outil. Tu vois, tu as une super deal room, derrière, tu as les infos de tout, tu sais que tu dois lui parler, tu arrives comme un gros bourrin avec la mauvaise information malgré tout, ou le mauvais positionnement commercial. Je pense que Laetitia, tu vas me rejoindre là-dessus, c'est une grande partie de notre travail aujourd'hui, c'est inculquer les bons positionnements commerciaux. Et c'est bien beau d'avoir les bons outils. Si derrière, tu arrives en force, que tu n'as pas la bonne formulation, que tu arrives, au lieu de te positionner comme une solution aidant à une problématique, tu arrives comme un vendeur de bord de plage avec tes lunettes alors que j'ai déjà une paire de lunettes. Tu vois, mais c'est exactement ça. Ça n'a pas le bon impact. Et souvent, on se rend compte qu'ils sont perdus dans l'usage parce que les gens s'en servent aussi mal. Tu vois, alors oui, parce qu'il y a une surutilisation. Moi, j'ai vu des boîtes, il y a 10 outils, il y en a 2 qui sont utiles et il y en a, ils font double fonction et personne ne sait les manager parce qu'ils ne savent pas comment faire et au final, ils n'en tirent pas les bons usages. Mais surtout, parce que derrière, on communique mal à travers ça. Si je prends Get Accept, mais que derrière, je ne suis pas capable d'avoir un message carré, propre, alors que grâce à Wallaxy, j'ai la bonne info, que je sais qu'en plus, lui, il l'a ouvert 10 fois et que je suis dedans, mais que je ne sais pas communiquer. Ah oui, clairement. Tout est gâché, quoi. Tout mon travail consiste à accompagner les gens, et à leur expliquer que même si Wallaxy est 100% fonctionnel, ils n'auront pas les résultats qu'ils espèrent si ils n'ont pas justement ce bon message à la bonne personne. C'est ça. Et donc, c'est les accompagner pour comprendre comment détecter et comment savoir quel est le bon message. Tu le disais, Laetitia, tout à l'heure, c'était hyper intéressant. En fait, moi, je suis obligée de tel persona, il a un besoin spécifique, il va falloir que je l'identifie à partir de petites. En fait, c'est des bribes de données qu'on récupère au fur et à mesure et qui nous donnent un puzzle qui se constitue au fur et à mesure. Et il faut savoir, avec des outils justement comme Get Accept, continuer à mettre des pièces dans le puzzle pour qu'à la fin, on soit hyper pertinent dans le message, sinon ça ne sert à rien. Et on va envoyer quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, proposer une solution qui n'a rien à voir avec leurs besoins aujourd'hui et pas la bonne qui aurait pu être identifiée si on avait pris le temps d'eux. Et comme tu disais, Pierre, tout à l'heure, c'était intéressant aussi. L'idée, c'est pas de multiplier. Alors, ça paraît contradictoire parce que moi, je travaille pour un outil d'automatisation, mais en fait, nous, on ne prône pas du tout l'automatisation de masse, c'est-à-dire envoyer 50 millions de messages. C'est vraiment de se dire, je veux identifier et ensuite envoyer le message à la bonne personne. Donc, la bonne personne, il n'y a pas 50. Mais par contre, il faut se concentrer sur quel est son besoin à cette bonne personne et lui envoyer un message pertinent, quoi. Et pour moi, je pense que tu vois, c'est pour ça qu'aussi également sur la partie, ce que tu disais de Nova, de sa partie outils, je pense que ce qui manque aussi beaucoup dans les boîtes, c'est de parler de comment on utilise les outils, pas juste, tu vois, au-delà de ce que tu fais, etc. Mais par exemple, un usage que je trouve intéressant, tu vois, sur la partie Intent Data, c'est typiquement, bah oui, OK, sur Wallaxy, tu l'as montré, on peut voir, on peut avoir une information qui est quel outil ils utilisent, etc. Tout à l'heure, Donovan, tu parlais de ce chiffre. Moi, du coup, j'avais un chiffre un peu plus qui était 70%, mais du coup, c'est bien si ça a baissé, 60% de boîtes qui ne signent pas après. Mais voilà. Typiquement, il y a souvent un des use cases qu'on a, et je pense que c'est important pour que les sales utilisent les outils, c'est de dire, quand on a une boîte qui a un outil, parfois il a un outil et on peut pas y aller. Enfin, beaucoup de boîtes aujourd'hui sont équipées. Mais tu as beaucoup de boîtes, des commerciaux qui vont dire, ok, c'est plus une target intéressante. Si, c'est toujours une target intéressante. C'est juste que par contre, cette information-là, elle va pas te servir tout de suite dans une stratégie de closing là pour ton quarter ou pour le quarter suivant. Par contre, ça reste une information importante à avoir, comme tu disais, dans ton funnel. Et par exemple, justement, comment tu vas faire du contenu et tu vas pousser cette boîte à lui dire, en fait, ok, tu es déjà équipé, a priori, tu as déjà ça, mais en tout cas, les boîtes qui avaient ça ou qui ont changé, voilà pourquoi ils ont changé. Et peut-être que ça va mettre peut-être 6 mois, 10 mois avant que cette personne veuille bien te parler dans un contexte de changer ou de les faire évoluer. Mais tu vois, cette information de base, elle va te servir peut-être dans 1 an. Et pendant 1 an, tu vas faire du contenu où tu vas pousser en disant, voilà, soit ça peut être dans base case, voilà, les boîtes qui ont ce genre d'outils, voilà ce qui leur manque généralement et voilà comment on nous le complète. Ou voilà pourquoi les boîtes, elles ont changé d'outils, effectivement, et qu'elles sont passées par nous parce que voilà ce qu'on leur apportait. Et c'est par du contenu. C'est pas vraiment du closing. C'est pas un sales que tu vas avoir au téléphone tous les 4 matins qui va te relancer. Au fait, est-ce que vous voulez changer d'outil? Ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais cette information-là va te permettre d'avoir une stratégie. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui,
le closing comme on l'a pu le connaître, voilà, il y a une certaine époque où il y avait peu d'outils, peu de concurrence, etc. Ça nécessitait pas autant de travail, autant de précision, donc autant d'outils. Du coup, globalement, généralement, les boîtes, justement, là, on était l'été, elles profitaient pour parler à tous les sales, pour pouvoir savoir ce qui se faisait sur le marché. On parlait, on était plus convaincants et ça marchait, quoi. Aujourd'hui, ça marche plus trop comme ça. Et donc, ça veut dire qu'on doit avoir vraiment une stratégie. Et pour moi, j'ai envie de dire que la data que tu vas avoir, ça va être stratégie. Et ton espace que tu vas avoir avec GetAccept, ça va être ta capacité à suivre dans le temps et à voir effectivement sur ta stratégie de contenu. Tu peux faire du contenu, mais alors vous, je sais que vous êtes très bon au Galaxy, mais il y a des gens qui ne sont pas bons. Ils envoient un truc Ah oui, oui, un livre blanc qui est lu par personne. C'est bien de le savoir. Typiquement, de se dire, tu as mis beaucoup d'efforts, il a Ouais. été vu par aucune de tes targets, et au moins tu le sais, tu te racontes pas d'histoire, donc tu Ouais. changes de stratégie, et voilà. Donc je trouve ça intéressant. Clairement. Ouais, non, mais après, c'est vrai que après, je pense aussi que ça fera l'objet certainement d'un autre webinaire, mais après, je pense qu'on en revient souvent aussi à quelque chose qu'on oublie un petit peu. Ça reste de l'humain aussi, donc c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours cette notion-là, et il n'y a pas forcément une notion non plus de client. C'est vraiment plus une notion de partenaire aujourd'hui. Comment on va apporter de la valeur auprès de nos partenaires sur telle problématique ou tel besoin. Et ça aussi, je pense que c'est important de le dire et de le répéter, puisque aujourd'hui, on ne parle pas avec des clients, on parle vraiment avec des partenaires qui vont nous apporter quelque chose dans le temps. Et je reviens toujours à cette stat-là aujourd'hui qui est ultra important. Je pense que ça ferait l'objet d'un autre webinaire. Je ne sais pas si il y avait des questions justement peut-être liées à ce webinaire. Je suis curieux, en tout cas, s'il y a des questions. Il y a Cédric qui parlait d'un insight un peu intéressant aussi, c'est dans l'idée de pas forcément comment je vais attaquer un petit peu des prospects qui ont déjà une stack d'outils et que moi je peux pas forcément, enfin voilà, moi je veux proposer autre chose. Hyper intéressant en effet de proposer un audit, une prestation d'analyse pour aller voir un petit peu est-ce qu'il n'y a pas moyen, j'imagine que GetAccept, peut-être que vous faites ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous le proposez, faire un diagnostic un petit peu, vous avez quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait éliminer dans le processus pour vous faciliter un petit peu la vie des sales. Même Pierre, peut-être toi, quand tu intègres une stratégie d'aller un peu développer, etc., tu dois sûrement arriver avec une grosse hache de temps en temps. C'est une grande partie de notre travail, c'est-à-dire que l'amont de toute action commence par un audit. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Le but, ça va être de créer la meilleure sales machine possible. Si on a ce but-là et si on travaille avec une entreprise, c'est qu'elle vend déjà. Donc, il y a déjà des choses qui marchent. Est-ce que c'est le bon outil? Est-ce que c'est le bon usage de l'outil? Mais qu'est-ce qui marche moins? Qu'est-ce qui est perfectible? Et c'est vrai que tout commence par un audit. De cet audit découlera la meilleure façon de structurer, de coacher, de transmettre derrière les compétences. Sans audit, tu pars à l'aveuglette, tu tires sur la première cible. C'est encore ce qu'on disait, c'est-à-dire que sans positionnement carré et sans analyse du besoin de manière claire et concrète, tu peux pas, tu vas attaquer un problème et peut-être que ce problème-là, il a un démarrage plus haut que tu n'as pas identifié et finalement, tu changes la roue, mais c'est tout l'axe de direction qui est pété, quoi. Donc, ça ne changera pas grand-chose dans ta voiture et dans ta machine de vente, quoi. Donc effectivement, je ne sais pas ce que tu en penses, Laetitia, mais sans audit clair et structuré et sans plan d'action derrière, avec un plan, nous on propose un plan d'action sur 6 mois après un audit, c'est-à-dire qu'on connaît étape par étape, action par action, comment derrière la boîte va créer son autonomie et sa performance et sa structuration. Sans ça, pas d'action nette et claire possible. Tu vois, on travaille comme des chirurgiens, on ne travaille pas, à la boucherie du coin, quoi. Sympa pour les bouchers. Non, mais c'est très bon. Hein. Grand fan de barbecue, attention, les bouchers sont des amis. Mais je sais pas, Laetitia, si tu es d'accord avec moi, mais Non, sans mais audit. je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, ça passe. Alors, du coup, il y a Cédric qui dit que s'il écoutait tous les collègues, il aurait 40 logiciels. Du coup, en vrai, je suis d'accord sur le fait de partir en fait de. Alors, et en fait, la difficulté, c'est que qu'on a aujourd'hui, en tout cas, c'est mon analyse, c'est que souvent nos objectifs sont pas les mêmes d'une année à une autre. Et donc, mais par contre, il faut pas changer une stack tous les ans. C'est ça qui est compliqué. Du coup, en fait, effectivement, comme tu dis, Pierre, il faut faire un audit de se dire en fait, j'ai besoin de quoi sur la prospection. Évidemment, ça passe par tout à l'heure, je sais pas qui a posé la question du type de compte. Effectivement,
pourquoi j'ai besoin d'aller chercher des triggers, quel type de trigger j'ai besoin d'aller chercher sur mon cycle de vente. Est-ce que j'ai un problème d'accélération ou est-ce que j'ai un problème de conviction et du coup, c'est ça qui va te donner en fait un peu les outils. En fait, aussi également, c'est une analyse de ce qui marche pas. Et généralement, ce que moi je remarque, mais je pense que ça va être pareil pour toi, Pierre, mais c'est que les boîtes ont du mal parfois à se dire la vérité parce que c'est dur. En plus, dans un contexte compliqué aujourd'hui pour tous les sales, même moi qui est dedans, il y a des moments où je craque. En tout cas, cette année, beaucoup plus que d'autres années. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un moment où en fait, c'est de se faire de regarder la réalité en face, de se dire bah là en fait ma problématique c'est mon pitch il n'est pas assez convaincant, j'ai pas assez d'informations en fait, j'y vais un peu comme ça, un peu à hasard. Tu disais d'ailleurs Héloïse, lancer une bouteille à la mer, Ouais. le nombre de messages qu'on reçoit encore dans nos DM en disant je crois que les boîtes comme toi parce qu'elles ont tel secteur c'est pas assez précis, tu peux pas J'imagine. voilà. Donc du coup, on reçoit plein de messages comme ça, donc on les regarde pas, ça envahit notre boîte mail, puis après les gens les regardent plus, ça complexifie notre métier. Donc je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus précis, qu'on fasse des choses plus propres, comme tu disais. Et je pense voilà, on est arrivé à l'heure où ça fait longtemps qu'on en parle, mais anti-spam, et donc ça veut dire que tu peux pas spammer ni sur la prospection ni sur la relance. Exactement. C'est parce que tu as parlé avec quelqu'un que ça justifie de le relancer 20 fois avec des relances qui sont pas bonnes et pas avec du contenu, etc., quoi. Même si c'est difficile, on a envie d'aller vite, hein, mais voilà. Je pense Je suis très que d'accord avec toi, Laetitia. Être courageux, c'est le début de la réussite. Et c'est ce que j'ai prisé ou ouais non c'est bon. Ouais, être courageux, c'est le début de la réussite. Et un fondeur, CEO qui est pas courageux, il peut pas aller chercher la performance derrière. Si à un moment il y a un trou dans la raquette, il faut savoir d'où il vient et pourquoi il est là, et avoir le courage de dire là, je le fais pas bien, ou là, il y a un besoin d'amélioration, là, il faut aller chercher plus loin à travers le bon outil ou le bon usage de l'outil ou le bon positionnement ou la bonne réponse à la problématique, peu importe, ça peut être 1000 raisons. Mais la réussite, elle commence d'abord par le courage de faire les bons investissements, de faire les bons choix, de challenger les bons éléments. Il n'y a pas de petite économie pour arriver à réussir, quoi. On ne grignote pas les bouts de trucs pour arriver à s'en sortir quand on est dans des périodes plus complexes. Et on sait qu'aujourd'hui, on est tous dans des périodes plus complexes. La outbound, c'est devenu la clé. On a énormément aujourd'hui de contacts de sociétés qui viennent, qui faisaient 100% d'inbound et qui disent moi, je veux faire de la outbound, mais je ne sais pas faire, je ne sais pas le structurer. Aujourd'hui, la réussite, elle passera forcément par de la outbound. Et le premier maillon, c'est avoir le courage de le reconnaître et de se challenger à travers les bonnes personnes pour se mettre en réussite, en tout cas. Ouais, et puis je pense que recrutement ou changement de poste. Ah oui, c'est pour la partie Sales Navigator, c'est ça, quand on évoquait le cas d'usage de Pierre, j'imagine. Il y en a plein des exemples. Après, il y a de la levée, une boîte qui lève. Ouais, voilà. Et après, ça dépend si le canal d'acquisition, c'est LinkedIn, il va falloir aussi faire dans les limites de ce que Sales Navigator peut nous donner comme information. Donc, si on veut partir de là, il faut être un peu rusé sur, voilà, qu'est-ce que je peux prendre comme information et qu'est-ce qu'elle peut signifier. C'est un peu ce que disait Laetitia. Je peux prendre un petit bout et tirer tout un fil derrière qui va me donner suffisamment d'informations. Et en fait, j'ai peut-être pas suffisamment d'infos au départ, mais justement, moi, par exemple, si je dois utiliser Wallaxy quand je fais ma prospection, je pars pas forcément du principe que la personne aura besoin d'un outil d'automatisation. Je pars même pas spécialement du principe que la personne utilise LinkedIn. Par contre, je peux me dire que je vais cibler des personnes qui sont très actives sur LinkedIn. Au moins, je sais que ma base de départ, elle est bonne. Donc, je peux utiliser le trigger a posté récemment sur LinkedIn. C'est quelqu'un qui s'engage sur LinkedIn. OK, trop bien. Et je vais poser comme question de manière automatique parce que je ne veux pas spammer, je veux juste poser une question, je veux comprendre ma cible. Je vais lui demander simplement si LinkedIn aujourd'hui, c'est un canal d'acquisition chez elle. OK. Une fois que j'ai validé ça avec un certain nombre de prospects qui me disent oui, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. OK, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un outil d'automatisation? Très bien. On passe des étapes et en fait, je ne pars pas du principe. La pire chose à faire serait de dire, je prends les gens qui postent sur LinkedIn et je leur dis, est-ce que tu veux automatiser ta prospection? Aujourd'hui, ça prend... voilà, là, je fais mon pitch tout de suite et ce que disait Laetitia, ça ne marche plus du tout. C'est du spam et ça ne sert à rien. Donc, en fait, c'est prendre un petit élément qui n'est peut-être pas en lien direct avec ce qu'on recherchait. Donc, c'est voilà, les changements de poste, certains nombres d'années au même poste, les changements d'entreprise. Ça ne veut pas forcément dire la même chose qu'un changement de poste.
et je tire le fil pour aller poser une question qui va être pertinente et qui va m'amener, moi, derrière, à qualifier ou pas qualifier mon prospect et à l'amener vers mon tunnel de vente. Et après, derrière, c'est vraiment prendre le temps, qualifier et partir d'un petit élément pour aller vers, au fur et à mesure, une accumulation qui fait que derrière, j'ai un prospect qualifié. Mais il n'y a pas non plus de trigger. Mais c'est pas mal que ce que tu dis sur la partie active, parce que moi, j'ai pas mal accompagné de boîtes sur la partie, que ce soit nurturing ou même prospection. Et je vois, en fait, parfois, il y a des équipes, je sais pas, une équipe France Télévisions qui me disait, des commerçants qui me disaient, ouais, mais ça marche pas, en fait, j'ai pas de réponse. Et en fait, quand j'allais regarder le compte individuellement, je voyais, mais en fait, la personne, ça fait 1 an, elle a jamais mis les pieds sur LinkedIn. Ouais. Enfin, tu vas envoyer des messages automatisés, mais la personne, Ouais. même, et tu peux regarder effectivement, comme tu dis, le dernier post, mais tu peux aussi regarder le dernier like qu'elle a fait, est-ce qu'elle a liké. Et souvent, bah, tu as énormément de campagnes qui partent sur des boîtes de gens qui n'ont jamais liké depuis au moins 4 mois. Donc forcément, c'est des gens qui ne sont pas actifs, donc tu n'auras jamais de retour, en fait. Donc ça peut être... La question du canal d'acquisition, c'est hyper pertinent. Moi, j'ai des clients au téléphone ou des gens qui sont intéressés par un outil comme Wallaxy. Et la première chose que je leur demande, c'est est-ce que vos clients sont sur LinkedIn? Parce qu'il y a des gens qui cherchent des artisans et qui vont les chercher sur LinkedIn. Bah, très honnêtement, ce n'est pas peut-être le meilleur endroit pour les trouver. Il faut vraiment avoir ce recul de se dire, OK, est-ce que ma cible aujourd'hui, elle est présente dans là où je vais la chercher? Et si oui, dans ce cas, comment je la trouve? C'est ce qu'on disait au début, finalement, la base de tout, c'est déjà d'avoir identifié à qui on veut parler, comment on veut lui parler et qu'est-ce qu'on vient régler. Et après, effectivement, on vient actionner les bonnes cibles aux bons endroits avec les bons outils. Mais sans structuration, et ça, on en revient toujours à la même chose, sans audit, sans structuration, sans plan d'action, on tire à l'aveugle, n'importe comment. Et il n'y a pas de réussite. Aujourd'hui, il n'y a plus de réussite possible. L'époque des 300 call par jour en descendant des listes, il est révolu. On ne va pas se mentir, il est révolu. Ça n'existe plus, ça ne marche plus. Donc, il faut être malin. Et ça s'anticipe. Et derrière, avec les bons outils en plus. Ouais. Mais après, ce qu'il faut aussi également dire, c'est qu'un outil comme Wallaxy ou un outil d'automatisation est toujours en complément d'un outil qui est le téléphone et de passer des calls aussi, et de travailler effectivement, comme dit Pierre, de travailler sa cible, puisqu'aujourd'hui, passer 300 calls à la semaine, ça ne sert malheureusement plus à grand-chose. Et donc, du coup, c'est travailler ses comptes, savoir exactement quel est son poste, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est l'actualité de l'entreprise. Il y a tout ça, mais ça ne doit pas enlever au fait qu'il faut appeler ses prospects. Il y a des secteurs minimes où ça marche parce que vraiment c'est des niches et c'est des cibles très très précises. Où là, oui, on va mettre un SDR qui va tomber 150 calls par jour et il va sortir du rendez-vous et le volume fera que ça paye. Mais aujourd'hui, dès qu'on est une boîte un peu spécialisée, dès qu'on va vendre du SaaS, dès qu'on va chercher à parler à des cibles un peu complexes à toucher, dans des secteurs plus précis, plus challengés aujourd'hui, ouais, on ne peut plus faire comme ça et on va passer sur ce qu'on appelle plus du warm calling, c'est-à-dire qu'on va préchauffer avec les bons messages, avec les premiers contacts. Et derrière, on peut rappeler derrière et se positionner parce qu'il y a eu quelques échanges, parce qu'il y a eu quelques trucs. Et on a un contexte dans lequel on peut commencer à construire une relation qui peut-être, comme on le disait tout à l'heure avec Laetitia, n'arrivera pas au bon moment, mais ce n'est pas grave. On crée derrière du nurturing, on crée des boucles de liens qui s'installeront dans le temps et peut-être qu'à bout de la 7e, 8e relance, dans 8 mois, on sera rentré dans sa tête et il saura que c'est maintenant qu'il faut y aller. Et comme on a su entretenir ce deal, qu'on a su être présent, qu'on a su être à l'écoute et envoyer les bons signaux au bon moment, on arrive bizarrement au bon moment, alors que ça fait déjà 1 an qu'on travaille notre position et qu'on devient un choix naturel. D'ailleurs, petit tips sur la partie haute bande, et je pense que on s'arrêtera là après. Moi, le petit tips, parce que je fais aussi pas mal de haute bande, qui peut être effectivement intéressant, ce que disait Pierre, c'est que souvent, moi, ce que je fais dans la partie prospection, avant d'appeler un décisionnaire, donc un directeur commercial ou un off sales, souvent, avant d'appeler ces personnes-là, j'appelle systématiquement les AI, déjà pour comprendre un petit peu le besoin en amont, savoir un petit peu, parce que c'est eux qui sont au cœur des sujets. Et donc, du coup, je les appelle eux en premier pour faire déjà un premier point avec eux, pour savoir quels outils ils utilisent, comment fonctionne leur cycle de vente, quel type de prospects ils appellent et ils vont cibler. Et en fonction, je vais savoir déjà un petit peu si effectivement il y a un besoin ou non d'un outil comme le nôtre. Et comme ça, déjà, je peux appeler après mon directeur commercial et lui dire, écoute, j'ai eu tel et tel AI, il m'a expliqué que tu avais ça et ça et ça. Écoute, voilà, je pense que ça peut être intéressant de pouvoir échanger 30 minutes sur une solution comme ça. Et si déjà on arrive avec ces arguments-là, c'est quand même déjà beaucoup plus simple que d'arriver à froid direct en proposant
Après, je ne sais pas si effectivement Pierre et Laetitia peuvent Non, si, gérer. complètement. Mais C'est voilà. hyper malin. Ça reste de l'humain. De toute façon, quoi qu'il arrive, on sera d'abord des humains face à d'autres humains. Et c'est malin. Effectivement, tu construis ton arrivée. Et il vaut mieux, encore une fois, arriver intelligemment avec des bons insights en disant que lui et lui m'a parlé déjà et que du coup, je me disais que ce serait une bonne idée qu'on se rencontre parce que visiblement, tel sujet aujourd'hui a un besoin d'amélioration et on pourrait potentiellement y répondre. Et ça vaut le coup qu'on discute. Tu es beaucoup plus qualitatif que derrière avec ton gros mail pourri. Faites plus 70% de chiffre d'affaires en 15 jours grâce à mon super outil. Prenons rendez-vous. Tu vois, c'est mort depuis longtemps, ça. Ouais. Tu vois. Donc, effectivement, bien entendu, dès qu'on met de l'humain, dès qu'on est malin, dès qu'on crée une relation, bizarrement, Et ça je ne sais marche pas pas. s'il y a encore une minute, peut-être pour revenir sur la réponse qu'avait donnée Héloïse, parce que je sais que c'est par rapport à ce que disait Cédric là sur les triggers, ce que disait Héloïse, on ne peut pas aller au-delà de ce que propose 16 Navigator, c'est clair. C'est les données qui sont présentes. Mais quand tout à l'heure elle disait ce que ça veut dire de tirer le fil, moi j'aime bien aussi. Alors je pense que c'est le plus complexe en fait aujourd'hui, mais sur la partie outbound, c'est de partir effectivement de moins des datas qu'on a sur ces navigateurs, mais plus des contextes qui font que votre solution va plus aller pour tel type de boîte. Et ensuite, ça vous donne en fait le type de secteur, le type de, enfin voilà, les triggers en fait qu'on va trouver sur Sales Navigator. Et parfois en fait on réfléchit pas à ce truc-là, donc plutôt réfléchir à voilà, moi ma solution elle va mieux à des contextes de boîtes, par exemple, je sais pas pour Héloïse, mais j'imagine que c'est les boîtes qui ont plusieurs sales avec un nombre de sales en particulier, qui doivent, qui sont post-product market fit, etc., etc. Et du coup tout ça, toutes ces informations-là qui sont des informations qualitatives, pas quantitatives, bah, vous donne en fait un petit peu des éléments, vous dire bah en fait les boîtes qui répondent à ces contextes, bah voilà quelles sont ces boîtes là quoi. Donc voilà. Bon. Il y avait peut-être une dernière question, non Non, il n'y avait rien d'autre. J'en vois pas. Bon, eh ben, écoutez, merci à tous. Merci à Héloïse, merci à Laetitia, merci à Pierre. Merci à vous trois aussi. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à tous. Ciao ciao. Ouais. Cool. Allez.